Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la 4e étape du Tour d'Italie 2022. On va revenir sur cette étape du côté de l'Etna et c'est déjà passé pas mal de choses du côté de l'Etna. On a un nouveau maillot rose, on a pas mal de coureurs qui ont déjà perdu la course. On va revenir sur tout ça, bien entendu. Bilan des Bleus. Top, flop, comme d'habitude. On reviendra sur les sondages, sur le sondage de Yates, parce que je ne sais plus si je l'ai fait le sondage de Yates, et on reviendra également sur le sondage de l'étape 4 qui était prévu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, est-ce que vous attendiez, est-ce que tel ou tel coureur lâche ou non. Ça sera intéressant de savoir ça dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et quand vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, vous pouvez également activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos sur la Formule 1, sur la moto, le cyclisme, enfin sur les différents sports, sur les différents événements dont je parle sur la chaîne. On commence par cette étape numéro 4, donc on arrivait du côté de l'Etna, 1600 mètres pour cette première étape, une montée de 20 km selon le Giro, à 6% de moyenne, montée qu'on a déjà fait plusieurs fois, on avait parlé dans la partie histoire du Tour d'Italie. C'est une étape dont on se souviendra quand même un peu. Ça fait 2 fois que l'Etna a des conséquences sur le général assez tôt dans la course, parce que déjà en 2020, il y avait eu quand même des petites conséquences sur le général, et là encore, du côté de cette étape. Alors, aujourd'hui, personne n'a gagné le Giro. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Et de toute manière, au bout de 4 jours de course, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde gagne le Giro, ce qu'il y en ait un qui prenne 20 secondes d'avance sur tout le monde. Ce qui est surprenant, par contre, c'est de voir autant de coureurs qui ne pourront plus gagner le Giro. On pense à Dumoulin, on pense à Miguel André Lopez qui a abandonné, Nibali, Terrada, Tobias Foss, Guillaume Martin, également lâché aujourd'hui. Ça fait beaucoup de coureurs. Lorenzo Fortunato qui a encore perdu 4 minutes 52. On a quand même 2 équipes qui ont complètement disparu du classement. Astana et Jumbo. Quels vont être les objectifs à partir de maintenant? Ça change totalement la course. Parce que à partir du moment où tes leaders sont plus là, les équipiers, ils n'ont pas de sprinter, Jumbo. À part Pascal Encorn, qui n'est même pas un pur sprinter, loin de là. Hein. C'est le coureur qui a la meilleure pointe de vitesse dans l'équipe. Donc c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant de savoir maintenant ce qu'ils vont faire dans cette équipe, parce que il n'y a plus vraiment de coureurs. Et puis Astana, c'est encore pire. Alors, il y a encore Dombrowski, heureusement, qui peut jouer des choses. Bon, Nibali jouera les étapes, mais l'objectif classement général n'est plus là. Et du côté de l'Astana, ça aurait pu un peu les sortir de ce début de saison qui a été plus que morose. Je rappelle que c'est l'équipe qui a pris le moins de points UCI depuis le début de saison, je crois, Astana. Donc c'est vraiment, ça aurait pu être pas mal pour eux, mais la situation qui est compliquée. Et puis de l'autre côté, on a la confirmation Lennart Kämna comme chasseur d'étape. Et puis Juan Pedro Lopez qui prend le maillot rose, et ça va être intéressant. Et je vous en dirai un peu plus après derrière pour Juan Pedro Lopez. On commence tout de suite par les sondages. Du côté des sondages, vous avez posé 2 questions. Une il y a 2 jours. Pour vous, que va faire Simon Yates sur ce Giro? La victoire, un podium top 10, exploser, finir très loin ou abandonner? 205 votes pour ce sondage. Eh bien, la victoire à 15%, un podium à 47%, top 10 21%, exploser, finir très loin 15% et abandonner 1%. Deuxième sondage, c'était pour l'étape d'aujourd'hui où vous choisissez lequel de mes pronostics. Lorenzo Fortunato est à 4%, Guillaume Martin à 25%, Vincenzo Nibali à 14%, Jan Hirt 4% et 50% aucun de ces coureurs-là. Et vous avez bien eu raison de ne pas faire confiance à mon œil d'expert et de prendre un autre coureur. J'étais parti du principe que soit c'était une échappée qui s'imposait pour Fortunato et Jan Hirt,
Du côté de Nibali et Martin, c'est que ça se regardait entre les leaders et qu'un mec arrivait à sortir à 1,5 km, 2 km, et comme Nibali et Martin faisaient moins peur, j'étais plutôt parti de ce principe-là. Donc autant vous dire que c'est une échappée qui s'est imposée, mais c'est Kamna qui s'est imposé devant Juan Pedro Lopez. Je m'attendais même pas à ce que Juan Pedro Lopez soit dans l'échappée, mais je vous dirai ça plus tard dans la vidéo. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence par la bonne nouvelle du jour, c'est Romain Bardet, toujours là dans le classement, qui a bien suivi l'attaque de Carapaz dans le final, puisque Carapaz a tenté de faire une cassure dans le final, ça n'a pas marché, grâce à Romain Bardet, qui finit quand même devant Pello Bilbao également. 8e de l'étape, Romain Bardet, qui n'a jamais été mis en difficulté, et puis avec du bon Timen Arensman à ses côtés également, pour le protéger dans le final de cette étape. On aurait peut-être pu s'attendre un petit peu à mieux de la part d'Hamilton, qui finit à 5,56 aujourd'hui, donc à 2 minutes 20 du peloton de tête. Après, à 3 minutes 20 pardon, du peloton de tête, mais après du côté de Chris Hamilton, on essaye peut-être de ne pas utiliser trop d'énergie pour la dernière semaine. Donc c'est peut-être également une stratégie de la part de DSM, un peu du coaching, du management. Du côté de Romain Bardet, plutôt bien entouré encore pendant toute la journée, et puis il a encore fait une étape solide au général. Désormais, Romain Bardet est 10e à 2 minutes 06 de Juan Pedro Lopez, mais ça a été une belle journée pour le Français, rien à dire, RAS, et sur une étape comme ça c'est plutôt satisfaisant quand vous n'avez pas consommé trop d'énergie et qu'on vous a vu ni à l'arrière ni trop devant à l'avant du peloton. C'est plutôt pas mal. Quand vous êtes bien caché. Je pense également à Ciccone aujourd'hui, qui a été un petit peu dans la même idée que Romain Bardet, plutôt resté caché. Aujourd'hui, Ciccone il est 13e. C'était pas Skelmoge, contrairement à ce que disaient les quadruplés d'Eurosport. Je vais les appeler comme ça, les quadruplés d'Eurosport. Philippe Gilbert, Marc Madiou, avec Jackie Durand. Il y avait une triplette Groupama en passant, parce que les trois sont passés par la FDJ à un moment dans leur carrière. Et il y avait également Guillaume Di Grazia. Lui n'est pas passé par la FDJ, enfin je ne crois pas. Pour remplacer un Baden-Coude sur un prologue peut-être, un jour. Du côté des Bleus, on continue avec Pavel Sivakov. Pourquoi je mets Pavel Sivakov ? Parce qu'il a eu un bon rôle d'équipier. Voilà, c'est lui qui a accéléré le rythme. C'est lui qui fait lâcher Martin Nibali. Et oui, c'est sous l'impulsion de son rythme. Très bon coup de pédale, encore une fois. Alors, Richie Porte est déjà le lieutenant officiel de Carapaz. C'est le lieutenant, très clairement, mais on sait très bien que Richie Porte a toujours un jour ou deux où il est pas mal, où il est pas bien plutôt, où il est mal plutôt, c'est dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, je pense que Sivakov remplira totalement le rôle autour de Richard Carapaz, et on a vu un gros travail dans le final de Pavel Sivakov qui a fait encore une fois une belle étape. Donc c'est intéressant de la part du Français, même s'il a championné dans le final, c'est normal, il avait quand même pas mal travaillé auparavant, et puis fini à moins d'une minute. Donc c'est encore pas non plus une catastrophe, on va dire, pour un coureur comme Sivakov. Au général, je rappelle, il reste encore 3 semaines de course, 2 semaines et demie, le Giro est encore long. Parmi les déceptions, Guillaume Martin, en flop. Il a craqué aujourd'hui, Guillaume Martin. Alors, dans son malheur, Guillaume Martin, il perd 1 minute 30. Voilà. 1 minute 31 précisément. Bon, c'est pas top, ça c'est clair et net, mais ça aurait pu être pire. Il aurait pu finir à 9 minutes comme Tom Dumoulin, ou finir encore 50 secondes derrière, ce qui s'est passé pour Vincenzo Nibali. Mais quand même, début de Giro compliqué pour Guillaume Martin, qui est maintenant à 4 minutes au général de Juan Pedro Lopez, donc à 2 minutes des autres leaders du général en 4 jours de course. Il ne s'attendait pas à ça, Guillaume Martin. Je rappelle qu'il a dit, je veux quand même jouer top 5 podium. Du côté de Guillaume Martin, pour un top 5, on peut se dire qu'un top 5, ça joue à 8 minutes, peut-être, grand maximum, 9 minutes. Donc il en a déjà perdu 2,30. Voilà, sur ce potentiel-là. Donc ça fait quand même beaucoup, en sachant qu'on n'est toujours pas à l'étape du blockhouse, qu'on n'a toujours pas attaqué la dernière semaine non plus de course. Donc il va falloir réfléchir du côté de Guillaume Martin, quels maintenant vont être les objectifs. Est-ce que c'est toujours le général ? Mais dans ce cas-là, il va falloir prendre une échappée à un moment pour reprendre un petit peu de temps. Ou est-ce qu'il décide de jouer le classement de la montagne ? Ça peut être un autre objectif de course.
Pour le général, ce n'est pas encore mort. Voilà, 2 minutes de retard sur les autres leaders, c'est pas encore enfin 2 minutes, 2 minutes 30, c'est pas encore catastrophique. Mais après 4 jours, c'est quand même pas l'idéal. Et surtout, ce qui m'inquiète encore plus dans cette étape de l'Etna pour Guillaume Martin, c'est qu'il a fait un stage, 3 semaines de stage du côté de l'Etna, 15 montées, une quinzaine de fois il a monté l'Etna. Donc c'était une montée qu'il connaissait par cœur. Si il fait ce type de performance sur une montée qu'il connaît par cœur, qu'est-ce que ça va être dans les montées qu'il connaît moins? C'est ça qui m'inquiète du côté de Guillaume Martin. C'est que là, c'était une montée où normalement, il devait être avec les leaders, vu comment il s'était préparé. Donc soit on a raté la préparation de ce Giro, et dans ce cas-là, le Giro va être très compliqué pour Guillaume Martin, soit c'est une journée de moins bien pour Guillaume. Dans ce cas-là, c'est plutôt rassurant. S'il perd 1 minute 30 sur une journée de moins bien, il y en a beaucoup qui aimeraient perdre la même chose. Mais bon, c'est quand même pas l'idéal pour Guillaume, et surtout, c'est une montée qu'il connaissait. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Deuxième flop, c'est Félix Gall. Félix Gall, lui, finit bien plus loin. Il finit à 6 minutes 45 précisément. Ce qui le place à plus de 4 minutes des meilleurs du général. Donc il doit être quasiment à 6 minutes de ces cours-là. Félix Gall, je le retrouve dans mon classement. Oui, il est à 6,48, donc oui, ça fait 4,40 des hommes de tête, grosso modo. Mauvaise journée pour Félix Gall. Mais je pense que du côté de la G2R, bon, on avait Michael Mejane devant, donc on s'attendait peut-être pas à grand-chose de Félix Gall. Et puis il faut rappeler que Félix Gall, c'est son premier grand tour. Donc c'est pas forcément l'idéal. Quand tu n'as pas d'expérience dans une course comme celle-là, la première fois est toujours un peu compliqué. Demander à Warren Barguil notamment, demander à Romain Bardet. Il y en a plus d'un qui ont eu des premiers grands tours un petit peu compliqués. On peut aussi notifier qu'on était un lendemain de journée de repos. Si ça vous est jamais arrivé dans votre carrière d'avoir une coupure de ce type, ça peut être compliqué à gérer. C'est peut-être ça qu'a eu du mal à gérer, même Guillaume Martin, c'est peut-être ça qu'a eu du mal à gérer Félix Gall. Mais aujourd'hui, il a bien craqué Félix Gall. Après, du côté de la G2R, maintenant, on va jouer les étapes. Ce qui était, je pense, l'objectif de ce début de Giro. Et Félix Gall, pourquoi pas en 3e semaine, avoir des opportunités, ou même dès le blockhouse, avoir l'opportunité d'attaquer. Parce que là, à 6,40, t'es pas hyper dangereux. Donc tu peux désormais attaquer à Potenza ou au blockhouse, et pourquoi pas revenir un petit peu dans le match pour le général, ce qu'avait fait notamment Ben O'Connor l'année dernière sur le Tour de France. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence tout de suite avec Juan Pedro Lopez, le coureur de la Trek Segafredo. Nouveau leader du général, deuxième de l'étape, Juan Pedro Lopez. Il a saisi une opportunité lors de son attaque dans l'Etna. L'attaque est assez impressionnante. Mais vous savez ce que je me suis dit ce matin, vous savez, je regarde jamais les débuts d'étape. C'est une tradition chez moi, je regarde assez rarement les étapes en intégralité, mais je regarde toujours ce qui se passe sur Pro Cycling Stats, sur Twitter avec le groupe Eto et d'autres sites qui me permettent d'avoir des informations sur le début de journée. Il y a deux choses que je me suis dit ce matin. Je me suis dit, ah là là, Simon Yates, la chute, ça va peut-être lui coûter cher en fin d'étape. Première chose que je me suis dit, au final, non, ça lui a pas coûté grand-chose. Deuxième chose, quand l'échappée est partie, je me suis dit, Juan Pedro Lopez, c'est pas fait pour Kemna. C'est-à-dire que j'ai vu Kemna, je me suis dit, il y en a des qui ont misé sur lui, ils vont peut-être gagner de la thune ce soir. Et deuxièmement, je me suis dit, mais c'est pas fait parce qu'il y a Juan Pedro Lopez quand même dans cette échappée. Et je me suis dit, Juan Pedro Lopez, c'est pas le coureur le plus simple à manœuvrer. Et c'est un très bon grimpeur. Et c'est un grimpeur à l'espagnol, donc un peu à la Contador. Vous voyez, avec beaucoup de tics. Là, je me suis aperçu dans l'effort. Il est bardé de tics lorsqu'il a quand il est dans un effort intense, Juan Pedro Lopez. Ça a failli le faire. Il lui a fallu 2 km. Il est tombé aussi, c'est un grand Lennart Kamna, on reviendra là-dessus. Mais de toute manière, maillot rose pour Juan Pedro Lopez. Et ça, c'est très bon. Deuxième chose, 2 minutes d'avance. Juan Pedro Lopez, je pense qu'il est en capacité de garder ce maillot-là jusque du côté de Potenza. Le blockhouse, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais il faudra que ça s'anime quand même dans le blockhouse. Deuxièmement, je me dis que pour les autres leaders du général, c'est plutôt pas mal, parce que comme ça fait travailler la Trek.
Donc c'est plutôt pas mal. Que ce soit Romain Bardet, que ce soit Bilbao, Holanda, que ce soit Carapaz, on doit être plutôt satisfait de cette opération. Et puis surtout, du côté de Juan Pedro Lopez, ça confirme tout le potentiel que j'avais vu en lui il y a quelques années, quand je l'avais vu pour la première fois avec le maillot de la Trek, où je m'étais dit « Ah putain, ce mec-là, ça a l'air d'être un sacré coureur !» Et aujourd'hui, il l'a montré parce que son attaque, il part de loin en plus, pour revenir sur Oldani. Ensuite, il lâche Oldani et il gère très bien son effort. Sur la fin, c'est un peu plus compliqué, mais tu tombes sur Lennart Kämna. Le mec a déjà une victoire d'étape sur le Tour de France. Assez impressionnant, Juan Pedro Lopez. Vraiment très fort aujourd'hui. Il m'a impressionné, le petit coureur espagnol. Je l'ai trouvé vraiment très bon. On va voir maintenant ce que ça va faire dans les jours à venir. Mais regardez Attila Walter l'année dernière, qui était presque un inconnu. Quand il prend le maillot rose, je dirais pas que c'est devenu une star, mais au moins son nom était devenu quelque chose. Pour Juan Pedro Lopez, ce soir, c'est pareil. Juan Pedro Lopez, jusqu'à maintenant, c'est un petit grimpeur espagnol que juste les suiveurs du cyclisme connaissaient. Et bien maintenant, c'est le mec qui a eu le maillot rose pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Voilà. Et il pourrait dire qu'il a pris le maillot rose à Van Der Poel. Ça fait toujours du bien également au moral. Du côté de Lennart Kämna, le deuxième coureur au top, l'allemand de la Boransgrue. Vous savez à qui me fait penser Lennart Kämna? À sa capacité de gagner tout le temps. Dans les échappées un peu en montagne comme ça, il me fait penser au jeune Alessandro De Marchi. Au Alessandro De Marchi de la Liquigas Cannondale, qui avait cette faculté à gagner à chaque fois qu'il était dans une échappée. Mais Kämna, c'est impressionnant depuis le début de saison. Je crois que ça doit pas être loin de 100%, puisqu'il ne s'est pas énormément raté dans les échappées, Lennart Kämna. Et de toute manière, à chaque fois qu'il était dans l'échappée allait au bout. C'est fort. Quand même, en tant que baroudeur. Alors moi, je dis toujours, Lennart Kämna, je pense qu'il est capable de faire mieux que baroudeur. Parce que Lennart Kämna, vice-champion du monde derrière Benoît Cosnefroy en espoir, sur un parcours qui ne lui convenait pas des masses, qui convenait quand même plus à Cosnefroy qu'à lui. Il n'avait pas hyper bien manœuvré dans le final en plus de ce que je me rappelle par rapport à Cosnefroy. Et puis, quand tu vois ce qu'il fait sur le Dauphiné, sur le Tour de France, il a gagné quand même des étapes sur le Dauphiné, le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour des Alpes également. Kämna, un sacré palmarès de baroudeur déjà, à son âge. Il a cette capacité à être hyper intelligent en course. Il a une énorme intelligence de course, Kämna. Mais là, quand tu vois sa gestion de l'effort dans l'Etna, c'est intelligent la manière dont il court. Marc Madiot l'expliquait très bien. Sa gestion de l'effort, il n'a pas fait l'effort, il n'a pas voulu rentrer tout de suite sur Lopez. Il s'est dit, j'ai le temps, on a encore 5 bornes, voilà, j'ai le temps de revenir. Si je gagne 5 secondes par tranche de tant de mètres ou tant de kilomètres, je suis bon. Il a totalement géré son effort avec, bien entendu, le capteur de puissance, qui est un atout précieux dans ce genre de cas. Et puis quand il revient, vous voyez tout de suite avec Pedro Lopez, on a eu 2 coureurs intelligents. Pedro Lopez, il dit, tu m'emmènes et puis voilà, pour le maillot rose, alors, on se battra pour la victoire dans le final, mais on collabore ensemble. Moi, j'ai le maillot rose, toi, t'as peut-être une victoire d'étape à aller chercher. Ils ont été très intelligents pour collaborer ensemble, pour éviter que Tara Mare revienne trop proche d'eux. Et ça, c'est vraiment très fort de la part des 2 coureurs. Ils ont été intelligents. Et Kämna, vraiment très bon coureur, très bon coureur. Moi, j'avais des doutes ce matin quand j'ai vu certains mettre Lennart Kämna dans l'échappée vainqueur. Je me disais, est-ce qu'il aura son bon de sortie, Lennart Kämna? Si, il a eu son bon de sortie. Et puis à 25 ans, magnifique palmarès, victoire sur le Tour de France, Tour d'Italie, le Dauphiné, Tour de Catalogne, Tour d'Andalousie, Tour des Alpes, au niveau des victoires d'étape. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de jouer le général. Le problème aujourd'hui de Kämna, c'est un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ça va, un jour ça va pas. Du côté du coureur allemand. Mais pour moi, il a la capacité d'aller chercher le général d'un grand tour. Il n'est pas mauvais sur le chrono, il nous l'a montré du côté de Budapest, il finit 8e. Il n'est pas mauvais en montagne, il est bon dans la gestion de l'effort. C'est un coureur qui se met rarement dans le rouge. Il a les capacités de grimpeur qui sont sensationnelles. Il tient totalement 3 semaines de course. Donc Kämna, il doit maintenant jouer le général d'un grand tour.
Et il doit être surtout plus régulier. C'est ce qui lui manque aujourd'hui pour moi, c'est de la régularité. Il lui manque plus qu'une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne et à 25 ans, il peut déjà avoir remporté une étape sur les 3 grands tours. Parce que quand même, ils sont pas 3000 à l'avoir fait ce truc-là. Je termine du côté des coureurs des équipes au top avec la Bike Exchange. Pourquoi ? J'ai trouvé que la Bike Exchange a été impressionnante aujourd'hui autour de Simon Yates. Ils sont quand même, il y a Damian Hawson. Alors attends que je reprenne le classement du côté de Bike Exchange. Hop, Bike Exchange. Lucas Hamilton, Simon Yates dans le groupe de tête. Damian Hawson qui finit à 1 minute. Donc ils étaient 3 pendant très longtemps dans le groupe de tête. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi performants dans le final du côté de la Bike Exchange. Ils ont été très nombreux. Et ça, c'est rassurant autour de Simon Yates, c'est qu'il a une équipe. C'était l'inquiétude que j'avais, moi, principale autour de Simon Yates, c'est que j'avais dit, je trouve pas son équipe fantastique. Et là, ils m'ont prouvé le contraire. Ils m'ont prouvé que l'équipe était solide, que l'équipe avait vraiment des qualités et un gros potentiel. Donc ça, c'est intéressant. Après, maintenant, Simon Yates, faudra qu'il tienne 3 semaines de course. Mais étant donné que je pense qu'il arrive en forme plus tard que les années précédentes par rapport au Giro, je suis plutôt confiant quant à sa capacité de tenir 3 semaines. C'est peut-être l'année ou jamais de Simon Yates, en passant. C'est peut-être l'année où il peut gagner le Giro. On va voir maintenant comment il va tenir. Bien entendu, il ne faut pas faire de plan sur la comète. On n'a eu qu'une étape de montagne pour le moment. Mais il fait pour le moment un très bon début du Giro, le coureur britannique. Et son équipe en plus est solide. Donc pour le moment, tous les voyants sont en vert pour faire un top 3 au général, voire mieux. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec la Jumbo-Visma. Plus personne pour le général. Ils ont tous disparu. Tom Dumoulin qui qui se fasse larguer dans la montée du côté de l'Etna. Tom Dumoulin, on avait des doutes quand même à sa capacité à être performant en montagne. Moi, je l'avais dit depuis le début de saison, je l'ai vu très bon sur des petites montées de puncher, notamment sur la Volta Limbourg Classique. J'avais vu très bon sur les chronos. À part sur les chronos, dès qu'il y avait de la montagne, je ne l'avais pas vu. Il a fait quelques courses avec quelques étapes de montagne, je ne l'avais pas vu. Donc j'avais dit tout de suite, Dumoulin, moi j'y crois pas des masses. Et je vous l'ai dit lors de ma présentation des grimpeurs, que j'y croyais pas des masses à Tom Dumoulin à cause de ce paramètre-là. Malgré tout, je ne m'attendais pas à ce que lui et Foss craquent. Foss, aujourd'hui, il termine dans le groupe Nibali, donc à 4 minutes 52 avec Fortunato. C'est un peu la douche froide quand même, Foss aussi. Et surtout, il finit avec Samoumen. Samoumen, c'était pas le leader du général. Et puis Samoumen, on sait ses limites en montagne. Je crois qu'on les a assez compris désormais, Samoumen. C'est une mauvaise journée pour la Jumbo. Et quand tu regardes l'effectif, oui, il va falloir chercher des étapes. T'as Samoumen. T'as quelques coureurs comme ça qui peuvent peut-être aller chercher les étapes. Mais Dumoulin, moi j'y crois même pas dans une échappée. Et Tobias Foss, faudra voir. Mais les meilleures chances de victoire dans une échappée, c'est Tobias Foss, Samoumen. Je sais pas trop Dumoulin. Dumoulin, après, il y a le dernier contre-la-montre à Vérone. Faudra voir s'il est encore sur ce Giro à ce moment-là. Mais c'est la douche froide pour l'équipe néerlandaise. C'est la douche froide quand même pour Dumoulin parce que je crois qu'il n'avait pas compris, lui. Tout le monde s'était dit Dumoulin pour le Giro, on n'y croit pas des masses. Parce que, j'étais pas le seul à avoir cet avis-là. Il y avait peu de gens qui disaient moi, Tom Dumoulin, j'y crois dur comme fer. Pour moi, Tom Dumoulin, il va mettre la pâtée à tout le monde. J'ai peu entendu cet avis-là quand même sur Tom Dumoulin. Mais lui, il était parti dans cette optique-là que je vais faire un bon Giro, que je suis toujours là pour les grands tours. Non, Coco. Non. Pour moi, tu n'as plus la capacité d'être performant sur les grands tours. Il faut peut-être se concentrer maintenant sur le contre-la-montre. C'est peut-être là, dans ce domaine-là où tu pourras progresser, où tu pourras être très bon. Je me dis également que du côté de la Jumbo, ils regrettent peut-être de ne pas avoir mis Vingegaard sur ce Giro. Et oui, parce que ou Roglic, ça aurait peut-être été plus intéressant. Alors Roglic en ce moment a des problèmes de genoux, mais Vingegaard n'a pas de problème de genoux. Pour éviter d'avoir les deux qui vont s'effriter l'un contre l'autre sur le Tour de France. Que ce soit Roglic et Vingegaard. À part si Roglic a des problèmes de genoux qui sont un genou calcitrant.
Donc c'est pas l'idéal quand même pour la Jumbo là. Surtout d'être venu sans sprinter aussi. Peut-être une erreur. Parce que imaginons que ça serait arrivé à la Bahreïn, que la Bahreïn perde Landa et Bilbao. Oui, mais tu te dis que la Bahreïn, bah ils ont toujours Boaos pour tenter de faire quelque chose. Ah bah oui. Tu te dis que dans d'autres formations, bah par exemple la DSM, aujourd'hui Romain Bardet et Arensman se plantent complètement. Imaginons. Ils ont toujours Dainese et Chessball. Eux, bah, ils ont que des grimpeurs. Et pas forcément les meilleurs du lot non plus. Donc ça va être compliqué. Je pense que le Giro va être compliqué pour la Jumbo. Astana, bah la surprise ce matin, ça a été l'abandon de Miguel André Lopez. Alors des problèmes de hanche, il semblerait, pour Miguel André Lopez. La tuilasse, comme on dit dans le milieu. Et puis bah après tu as Nibali qui lâche très tôt. Après, c'est une demi-surprise Nibali parce que moi, j'attendais de voir vraiment ce qu'il ferait en montagne. Alors, je m'étais dit, alors c'est une demi-surprise. Moi, je l'avais mis parmi mes vainqueurs d'étape aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que ça roule si fort que ça dans le final. Je m'étais dit, si ça roule pas très fort, donc ça se regarde un peu dans le général, lui, il est capable de placer une mine et puis peut-être que ça suivra pas derrière. Et puis, on avait de l'espérance parce qu'il avait fait un bon chrono. Mais au final, si tu regardes ce qu'a fait Nibali depuis le début de saison, que ça soit déjà sur le Tour de Sicile ou sur d'autres courses, bah, il était en net retrait quand ça montait par rapport au meilleur du général. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il perd qu'une minute 30, 2 minutes 30 peut-être. Oui, 2 minutes 30, 2 minutes 20 sur les hommes de tête. Je dirais que c'est presque pas si mal. Mais du côté d'Astana, bah, on n'a plus personne aussi pour le général parce que Terrada lâche également. Dombrovski aussi, mais Dombrovski avait perdu beaucoup de temps. C'est peut-être une erreur également de ne pas avoir tenté avec Dombrovski parce que pour moi, il a quand même une forme qui est en net progrès Dombrovski. Alors, c'est pas le meilleur sur le contre-la-montre, mais bon, Dombrovski, il a déjà fait top 15 sur un Giro. Ça aurait peut-être été intelligent de le laisser protéger. Et surtout du côté d'Astana, bah, on perd un coureur très tôt dans la course. Ça, c'est pas non plus idéal hein, d'être à 7 après 4 jours de course. Et puis bah, là aussi, il va falloir retrouver des objectifs pour l'équipe, aller prendre les échappées, aller gagner, chasser les étapes. Mais pour Astana, c'est la guigne, c'est parce qu'en plus, c'est pas comme si il y avait beaucoup de points UCI. Donc là, ils savent déjà que sur ce Giro, ça va pas être la folie en termes de points UCI par rapport à d'autres équipes. Et ça, c'est vraiment pas bon pour eux. Si d'autres formations arrivent à marquer beaucoup de points, eh ben, ça va être compliqué pour l'équipe Astana. Mais Nibali, oui, aujourd'hui, ça a été la petite déception, mais la grosse déception, surtout Miguel André Lopez, quoi. Nouvel abandon sur un grand tour. Bon, on va peut-être pas lui laisser de nouvelles chances du côté du Colombien. Donc c'est un peu triste pour le coureur colombien. Et puis pour terminer, j'ai mis James Knox. C'est fou James Knox parce que quand il est arrivé, moi chez Quick-Step, je ne m'attendais pas à grand chose de lui, puis j'avais trouvé très prometteur chez Quick-Step à l'époque quand il arrive de Wiggins. Moi je l'avais trouvé très bon, notamment sa Vuelta où il fait 11e. Ça avait été très bon, mais il fait vraiment des très bons résultats en 2019, 2020, où il fait quand même 14e du Tour d'Italie. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait depuis 2 ans qu'il a rien fait, James Knox. Voilà, 7e du Trophée, les Gueglia. Et puis voilà. 14e du Tour du Pays Basque. Mais je l'avais pas vraiment vu sur le Tour du Pays Basque, il m'avait pas marqué plus que ça. Ça fait depuis 2 ans, 2021, voilà, là 2022 désormais est bien entamé, qu'on ne le voit plus et qu'on ne le voit absolument pas. Sur le Tour de Romandie, il a été très absent. Comme quoi, l'idée de faire Romandie, Tour d'Italie, j'ai jamais été convaincu et je suis toujours pas convaincu vu les résultats de James Knox en passant. Mais c'est un coureur qui a encore une année de contrat en 2023. On sait que Patrick Lefebvre a été assez critique, enfin il semblerait qu'il ait été assez critique avec le coureur britannique. C'est dommage parce que le mec était une pépite. Tu fais pas 8e de l'UAE Tour ou 4e ou 11e du Tour d'Espagne sans avoir un minimum de qualité en montagne. Sauf que ça fait depuis 2 ans qu'on ne l'a pas vu. Et là aujourd'hui, il finit encore très loin, hein, James Knox. Il finit à 8,56. Donc autant vous dire que pour le général c'est mort.
Mais tu te dis que même sur une victoire d'étape, il finit derrière Valerian Conti, et derrière Diego Rosa, derrière Castroviero, Ocon Bouman. Donc il finit quand même derrière des équipiers. Donc tu te dis dans une échappée, c'est pas sûr qu'il arrive à prendre la gagne. C'est quand même triste, quoi. C'est un coureur qui avait vraiment des très belles qualités. Moi, je suis attristé quand je vois des coureurs comme ça qui n'arrivent pas à performer, parce que je me dis, ah putain, c'est con, parce que c'est un super coureur. Demain, étape pour sprinter du côté de Messine, en partant de Catane pour une étape qui est pas très longue, je crois 175 km, un truc comme ça. Présentation de l'étape demain, 7h30, elle est déjà uploadée pour tout vous dire. Et débrief de cette étape numéro 5 demain, 21h. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!